Un général noir à la retraite, en faillite, risque de perdre sa maison lors d'un procès. Puis le juge découvre son nom et est stupéfait. Numéro de dossier 407-593, Fairview Bank contre Marcus Johnson. La voix monotone du greffier résonnait dans la salle d'audience presque vide en ce mercredi ordinaire. Un homme noir de 68 ans se leva lentement du dernier rang. Marcus Johnson avança la tête haute vers la table de la défense, seul, sans avocat. « Monsieur Johnson, je comprends que vous avez choisi de vous représenter vous-même dans cette affaire de saisie immobilière, » demanda le juge Richard Brennan, dissimulant à peine son ennui. « Encore un cas routinier de quelqu'un qui n'a pas pu payer ses factures, pensa-t-il. « Oui, votre honneur. » répondit Marcus, sa voix grave et claire contrastant avec son apparence frêle. « Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. » L'avocat de la banque, vêtu d'un costume italien et portant une montre suisse, esquissa un sourire discret tout en organisant une pile de documents. « Votre honneur, c'est une affaire simple. Le défendeur a 15 mois de retard sur ses paiements hypothécaires. Fairview Bank demande la saisie immédiate de la propriété comme stipulé dans le contrat. » Le juge hocha la tête distraitement, feuilletant les documents. « Monsieur Johnson, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? » Marcus prit une profonde inspiration avant de parler. « Votre honneur, j'ai servi ce pays pendant 34 ans dans les forces armées. J'ai effectué 3 missions en Afghanistan et 2 en Irak. Après ma retraite, ma femme Eleanor a été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Les traitements expérimentaux ont englouti toutes nos économies. » L'avocat de la banque l'interrompit. « Votre honneur, nous regrettons la situation personnelle de M. Johnson, mais la banque a des droits protégés par la loi. » C'est à ce moment que le juge, en tournant une page du dossier, se figea, les yeux fixés sur un détail dans l'identification complète du défendeur. « Général Marcus D. Johnson » murmura-t-il, soudain pâle. Toute la salle remarqua le changement brusque dans l'attitude du juge. Sa main tremblait légèrement alors qu'il ajustait ses lunettes, relisant le nom plusieurs fois comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Vous êtes le général Johnson de l'opération Bouclier du désert » dit le juge, la voix légèrement tremblante. Marcus hocha la tête, ne comprenant pas la réaction du magistrat. « Oui, monsieur, j'ai pris ma retraite en tant que général 3 étoiles il y a 6 ans. » Le juge Brennan se leva brusquement, ce qui était pratiquement unheard of dans une audience de routine. « Cette cour va prendre une pause de 15 minutes, » annonça-t-il d'une voix tremblante, quittant la salle avant que le greffier ne puisse faire l'annonce formelle. La confusion régnait dans la salle d'audience. L'avocat de la banque échangea des regards perplexes avec ses assistants. Marcus resta impassible, seul son regard trahissant une curiosité contenue. Lorsque la porte du fond s'ouvrit à nouveau, ce n'était pas seulement le juge qui revenait. Il était accompagné d'un homme plus âgé, vêtu d'un uniforme militaire complet, la poitrine couverte de médailles. « Levez-vous tous !» annonça l'officier alors que le juge reprenait son siège, visiblement ému. « Avant de poursuivre, » dit le juge avec une solennité renouvelée, « je tiens à reconnaître la présence du général William Harrison, président des chefs d'état-major interarmés, qui a demandé l'autorisation de s'adresser à cette cour. » Mao! Un murmure parcourut la salle. L'avocat de la banque, auparavant confiant, semblait maintenant profondément mal à l'aise. Ce que personne dans la salle ne savait, c'est que le nom du général Marcus D. Johnson portait une signification bien au-delà des registres officiels des forces armées. Une histoire d'héroïsme et de sacrifice, délibérément effacée des livres d'histoire pour des raisons qui allaient bientôt être révélées. Et l'homme qui risquait maintenant de perdre sa maison avait sauvé plus de vies américaines que n'importe quel autre officier durant toute la guerre du Golfe. Si cette histoire d'injustice envers un héros oublié touche votre cœur, inscrivez-vous maintenant pour découvrir ce qui se passe lorsque la vérité sur le général Johnson est enfin révélée après des décennies de silence.
Le général William Harrison s'avança au centre de la salle d'audience, impeccable dans son uniforme de cérémonie. Ses yeux balayèrent de la salle jusqu'à se poser sur Marcus. « Votre honneur, je demande l'autorisation de m'adresser directement au général Johnson. » Avec le consentement du juge, Harrison traversa la salle et, à la stupéfaction générale, se mit au garde-à-vous avec une précision militaire devant Marcus. « Général Johnson, monsieur, c'est un honneur d'être à nouveau en votre présence. » Derrière lui, le juge Brennan se leva, rendant également un salut militaire, ce qui était totalement hors protocole dans une cour civile. L'avocat de la banque observa la scène avec un malaise visible, murmurant nerveusement avec ses assistants. « Messieurs, bien que ce moment soit inhabituel, » intervint l'avocat de la banque, « nous avons une affaire de saisie très claire. Le statut militaire passé de M. Johnson, bien que respectable, n'altère pas les faits financiers. » Harrison se tourna vers l'avocat, son regard chargé d'une intensité qui fit reculer l'homme d'un pas. « C'est Général Johnson pour vous, et je crois que cette cour voudra entendre ce que j'ai à dire avant de prendre une décision. » Le juge hocha la tête. « Je suis d'accord, et je suggère à la banque d'attendre avant de presser pour un jugement sommaire. » À l'extérieur de la salle, une jeune femme noire d'environ 35 ans observait les débats avec attention. Lorsque la pause fut annoncée, elle s'approcha discrètement de Marcus. « Général Johnson, je suis le Dr. Amara Washington, du Bureau des anciens combattants. Pouvons-nous parler en privé? » Dans le couloir vide, Amara parla à voix basse, montrant des documents sur sa tablette. « Général, j'enquête sur une série d'irrégularités dans les registres des pensions militaires. Saviez-vous que votre pension est versée à 60% de moins que ce qu'elle devrait être? » Marcus fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? On m'a toujours dit que le montant était correct. » Malheureusement, vous êtes la 12e victime que j'ai trouvée. Il semble y avoir un schéma sélectif concernant les vétérans dont les pensions ont été mal calculées. Elle hésita. La plupart de ceux affectés sont des officiers noirs de haut rang. Le visage de Marcus resta impassible, mais ses yeux trahirent une lueur de compréhension. Des années à affronter des barrières raciales voilées dans l'armée lui avaient appris à reconnaître la discrimination institutionnalisée. Pendant ce temps, dans la salle privée de la cour, le général Harrison montrait au juge Brennan un dossier marqué « Confidentiel ». L'opération Bouclier du désert n'était pas ce que le public sait, dit Harrison, utilisant le prénom du juge, révélant une intimité. Le plan original était un désastre. Il aurait coûté des milliers de vies américaines. Le juge examina les documents, pâlissant. C'est la vraie raison pour laquelle Johnson n'a jamais reçu de reconnaissance publique, parce qu'il a désobéi à des ordres directs des chefs d'état-major interarmés. Il a désobéi à des ordres stupides et a sauvé 2800 vies américaines, corrigea Harrison. Et en retour, on lui a discrètement refusé sa 5e étoile et on l'a forcé à prendre sa retraite. Certains membres puissants du gouvernement ont préféré enterrer l'incident plutôt que d'admettre qu'un général noir avait raison et que tout le commandement blanc avait tort. Dans le hall de la cour, l'avocat de la banque parlait agressivement au téléphone. Peu importe qui il était, nous avons besoin de cette propriété pour le projet de complexe hôtelier. Nous avons déjà des acheteurs intéressés. Non, nous ne pouvons pas reporter. Écoutez, c'est juste un vieil homme qui ne peut pas payer ses factures. Qui se soucie qu'il ait porté un uniforme il y a des décennies? Il ne remarqua pas Amara Washington, debout à quelques mètres, enregistrant discrètement la conversation avec son téléphone. 2 heures plus tard, la cour se réunit à nouveau. L'avocat de la banque, de nouveau confiant, sourit lorsqu'il remarqua l'absence du général Harrison. « Votre honneur, nous apprécions le respect pour le service militaire du défendeur, mais les faits restent inchangés. Il est en défaut de paiement depuis 15 mois
et la banque a le droit légal de saisir. Le juge Brennan regarda Marcus. « Général Johnson, avez-vous quelque chose à ajouter avant que je ne rende ma décision? » Marcus se leva lentement. À la surprise générale, Amara Washington vint se placer à ses côtés. « Votre honneur, j'aimerais présenter le Dr. Washington comme ma représentante légale. » L'avocat de la banque éclata de rire. « Une avocate de dernière minute? Cela ne changera pas les faits, votre honneur. » « En réalité, » répondit calmement Amara, « je travaille discrètement sur cette affaire depuis 6 mois. » Elle s'avança vers le juge et lui tendit un dossier épais. « Nous demandons officiellement un report de 30 jours de cette audience, comme stipulé par la loi sur le secours civil pour les membres des forces armées, pendant que nous déposons une contre-plainte contre Fairview Bank. » « Contre-plainte? » ricana l'avocat de la banque. « Sur quelle base? » Amara esquissa un sourire. « Prêt abusif, discrimination, violation de la loi sur l'égalité des chances en matière de crédit et des preuves que la banque a délibérément ciblé des vétérans noirs pour des prêts avec des conditions abusives. Nous avons la preuve d'une pratique systématique qui a affecté plus de 700 vétérans. » Le sourire de l'avocat de la banque s'effaça. Ce que personne dans la salle ne savait, c'est que Marcus Johnson ne se battait pas seulement pour sa maison. Derrière cet homme d'apparence frêle opérait un réseau d'anciens militaires et d'experts en droit civique qui, au cours des 6 derniers mois, avait méticuleusement construit un dossier menaçant d'exposer non seulement les pratiques discriminatoires de Fairview Bank, mais aussi un stratagème beaucoup plus vaste impliquant le département de la Défense lui-même. La banque pensait poursuivre un vieil homme sans défense. En réalité, elle était sur le point d'affronter un stratège militaire qui avait passé sa vie à transformer des désavantages apparents en victoires décisives. Et tandis que l'avocat de la banque échangeait des regards nerveux avec ses assistants, le général Marcus Johnson tenait dans sa poche une clé USB contenant des documents qui pourraient ébranler les fondations mêmes du Pentagone. La salle d'audience était bondée lorsque l'audience reprit 3 semaines plus tard. L'avocat de Fairview Bank arborait un sourire confiant en discutant avec ses assistants. Après tout, comment une enquête de dernière minute pourrait-elle être dangereuse? « Levez-vous tous pour le juge Richard Brennan », annonça le greffier. Le juge entra, l'air grave, suivi de 2 représentants du département de la justice qui prirent place dans la section des observateurs. L'avocat de la banque fronça les sourcils, ne s'attendant pas à une présence fédérale. « Avant de procéder, » annonça le juge, « je dois vous informer que j'ai reçu des preuves substantielles liées à cette affaire. Dr. Washington, la Cour accepte votre motion pour introduire de nouvelles preuves. » Amara se leva calmement. À ses côtés, Marcus restait impassible, sa dignité militaire évidente dans sa posture. « Votre honneur, nous demandons l'autorisation d'introduire la pièce A, documentant un schéma systématique de discrimination à Fairview Bank contre des officiers militaires noirs à la retraite. » L'avocat de la banque bondit de sa chaise. « Objection! C'est totalement hors sujet pour une simple affaire de saisie. » « Objection rejetée, » répondit sèchement le juge. « Poursuivez, Madame Washington. » L'écran de la salle s'alluma, affichant des graphiques et des tableaux. Notre analyse couvre 467 prêts accordés par Fairview Bank à des vétérans militaires au cours des 8 dernières années, alors que les vétérans blancs recevaient systématiquement des taux d'intérêt entre 3,1% et 3,8%. Les vétérans noirs de rang équivalents recevaient des taux entre 5,9% et 7,2%. Des murmures parcoururent la salle. L'avocat de la banque s'agita, mal à l'aise. Plus précisément, poursuivit Amara, les taux les plus élevés étaient appliqués aux officiers noirs de haut rang, avec une augmentation statistiquement significative pour chaque promotion au-delà du grade de major. Elle marqua une pause. En bref, plus un officier noir réussissait, plus la pénalité financière imposée par la banque était lourde. « C'est absurde »,
interrompit l'avocat de la banque. La corrélation n'implique pas la causation. Il y a des centaines de facteurs qui déterminent les taux d'intérêt. Amara esquissa un sourire. En effet, c'est pourquoi nous avons ceci. Elle afficha une correspondance interne par courriel entre le vice-président des prêts, Lawrence Keller, et le directeur régional, Simon Whitford, datée du 5 juin 2018, citant « Les profils de risque doivent être réévalués pour les clients militaires minoritaires. Nous savons qu'ils sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes financiers après la retraite en raison de leur contexte socio-économique. » Le visage de l'avocat de la banque pâlit. « Et plus pertinent encore, » continua Amara sans relâche, affichant un autre courriel de septembre 2019 faisant spécifiquement référence au prêt de General Johnson, « Cette propriété est exactement là où nous en avons besoin pour le projet de complexe hôtelier. Surveillez de près et assurez-vous que tout retard soit traité avec la plus grande agressivité. Ces gens n'ont généralement pas les moyens de se payer de bons avocats. » Le juge Brennan ajusta ses lunettes. « Dr. Washington, suggérez-vous que la banque a délibérément manipulé les conditions du prêt du General Johnson dans l'intention de saisir sa propriété? » « C'est exactement ce que je dis, votre honneur. Et il y a plus. » Amara appela alors son premier témoin, un ancien employé du Bureau des anciens combattants, visiblement tremblant en prenant place à la barre. « Monsieur Lawson, veuillez expliquer à la Cour votre rôle dans la révision des pensions militaires de 2018. » Lawson déglutit péniblement. « J'étais examinateur des calculs de pension. On nous a ordonné de mettre en œuvre un nouvel algorithme de vérification censé corriger les erreurs dans certains paiements. Et cet algorithme affectait-il toutes les pensions de manière égale? Non, admit Lawson. Il ciblait spécifiquement les officiers ayant reçu certaines décorations lors d'opérations spécifiques au Moyen-Orient. Des opérations comme bouclier du désert? Pressa Amara. Oui. La Cour visionna ensuite un mémo classifié détaillant une opération appelée rectification. Le document expliquait comment un groupe sélectionné d'officiers avait été systématiquement sous-payés dans leurs pensions en raison d'une réévaluation des contributions opérationnelles. Votre honneur, dit fermement Amara, ce que nous voyons ici n'est pas seulement une banque prédatrice. Nous voyons un schéma coordonné de discrimination institutionnelle qui traverse les secteurs publics et privés, ciblant spécifiquement des hommes et des femmes qui ont servi ce pays avec distinction. C'est à ce moment que les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à la volée. 6 hommes et femmes en uniforme militaire complet entrèrent, tous portant des dossiers classifiés. L'avocat de la banque semblait assister au déroulement d'un cauchemar. « Votre honneur », dit le général Harrison, qui était revenu avec l'autorisation du département de la Défense. « Nous sommes prêts à révéler la véritable nature des actions du général Johnson pendant l'opération Bouclier du désert. Des informations restées classifiées pendant 32 ans. » La salle devint silencieuse alors que Harrison s'approchait de Marcus, qui restait impassible. En janvier 1941, le général Johnson, alors colonel, reçut l'ordre de positionner 2800 soldats américains dans une vallée près de la frontière irakienne. Les renseignements suggéraient que c'était une position stratégique. Le général Johnson contredit cet ordre, affirmant que c'était un piège, basé sur sa connaissance du terrain et des schémas de mouvement ennemis. Harrison projeta d'anciennes cartes tactiques sur l'écran de la salle. Lorsque ces objections furent rejetées par ses supérieurs, il retarda délibérément le déploiement de 18 heures, suffisamment de temps pour confirmer ses soupçons. Les satellites identifièrent plus tard des forces irakiennes positionnées exactement là où il l'avait prédit. Sa désobéissance directe sauva des milliers de vies américaines. « Et comment fut-il récompensé ?» demanda Harrison rhétoriquement. Il fut secrètement puni. Sa 5e étoile fut bloquée. Sa pension fut mal calculée. Et lorsque sa femme tomba malade, le système qui l'avait servi lui tourna le dos.
L'avocat de la banque transpirait maintenant visiblement, réalisant enfin à qui il avait affaire. « Votre honneur, » conclut Amara, « nous demandons le rejet immédiat de cette affaire de saisie, une révision complète du prêt sous supervision fédérale, une compensation intégrale pour la discrimination prouvée et une enquête immédiate sur les pratiques de Fairview Bank. » Le juge Brennan regarda directement l'avocat de la banque. « Messieurs, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? » L'avocat, reconnaissant la catastrophe imminente, se leva avec résignation. « Votre honneur, Fairview Bank demande une brève pause pour reconsidérer sa position. »« Refusé !» répondit le juge. « Vous avez eu 3 semaines pour reconsidérer. Maintenant, la Cour va rendre sa décision. » Lorsque le marteau du juge s'abattit, scellant la victoire de Marcus, l'avocat de la banque fixa l'homme que son client avait si gravement sous-estimé. Le général Johnson le regarda en retour, sans triomphe, juste avec la certitude tranquille d'un stratège qui savait dès le début comment la bataille se terminerait. La presse attendait dehors, avide de détails sur l'affaire, qui envoyait maintenant des ondes de choc à travers le système bancaire, le département de la Défense et le Pentagone lui-même. Ce qui avait commencé comme une simple saisie s'était transformé en un cas historique de justice raciale qui forcerait une réévaluation nationale de la manière dont l'Amérique traitait ses héros oubliés. L'histoire de Marcus Johnson devint un symbole national. Une semaine après l'audience historique, le département de la justice annonça une enquête complète sur les pratiques discriminatoires dans l'industrie bancaire, ciblant spécifiquement les prêts aux vétérans militaires issus de minorités. Fairview Bank tenta de limiter les dégâts en offrant à General Johnson un règlement secret, la maison sans dette et une compensation financière substantielle. La réponse de Marcus vint par l'intermédiaire de son avocate. Le général Johnson n'accepte pas le silence. La justice ne doit pas être négociée dans l'ombre. 3 mois plus tard, la Cour fédérale rendit son jugement final. Fairview Bank fut condamné à une amende de 87 millions de dollars pour discrimination systématique, avec l'ordre de réviser tous les prêts accordés à des vétérans noirs au cours des 10 dernières années. Le vice-président Lawrence Keller et le directeur régional Simon Whitford firent face à des accusations criminelles pour fraude et discrimination. Quant à la propriété de Marcus, non seulement elle fut libérée de l'hypothèque, mais la banque fut condamnée à payer 3 fois le montant original en compensation. Il ne s'agissait jamais de l'argent, expliqua Marcus dans une rare interview avec CNN. Il s'agissait d'exposer un système qui traite certains héros comme jetables à cause de la couleur de leur peau. Le Pentagone n'échappa pas non plus aux conséquences. Une commission bipartite fut formée pour enquêter sur les disparités dans les pensions militaires. Résultat, plus de 700 officiers issus de minorités reçurent des ajustements rétroactifs totalisant plus de 400 millions de dollars en prestations qui leur avaient été injustement refusées. L'automne suivant, Marcus Johnson utilisa une partie de son règlement pour créer la fondation Eleanor Johnson, nommée en l'honneur de sa défunte épouse, dédiée à fournir une assistance juridique gratuite aux vétérans confrontés à des discriminations financières et immobilières. Lors de la cérémonie d'inauguration, le juge Richard Brennan apparut en tant qu'invité surprise. Les 2 hommes, désormais aux cheveux gris, se serrèrent de la main sous des applaudissements émus. « Votre honneur », dit Marcus en souriant. « Je suppose que je devrais vous remercier d'avoir jeté un second regard sur cette affaire. »« Général, » répondit Brennan, « ce fut un privilège de participer à la correction d'une injustice qui n'aurait jamais dû se produire. » Plus tard ce jour-là, loin des caméras, Brennan révéla à Marcus quelque chose qui n'avait jamais été mentionné lors des procédures. Son propre fils avait servi comme lieutenant sous le commandement indirect de Marcus pendant l'opération Bouclier du désert, dans l'une des unités qui auraient été positionnées dans la vallée.
Vous n'avez pas seulement sauvé des soldats anonymes, Général Johnson, dit Brennan, la voix brisée. Vous avez sauvé mon fils. Et pendant 30 ans, je n'ai jamais pu vous remercier correctement parce que toute l'opération est restée classifiée. Tous! L'ancien avocat de Fairview Bank travaillait désormais dans un petit bureau en périphérie de la ville, sa réputation ruinée après que ses commentaires méprisants sur les vétérans noirs furent exposés. Les rares fois où il était reconnu, les gens traversaient la rue. Quant aux dirigeants de la banque, Keller purgeait une peine dans une prison fédérale à sécurité minimale, tandis que Whitford avait plaidé coupable en échange d'une peine réduite et d'un service communautaire obligatoire, ironiquement dans un centre de soutien aux vétérans sans-abri. Par un dimanche ensoleillé au printemps, le général Marcus Johnson était assis sur le porche de sa maison, la même maison où il avait élevé ses enfants, pris soin d'Eleanor dans ses derniers jours, et qu'il avait failli perdre à cause d'un système injuste. À côté de lui, une pile de lettres de vétérans à travers le pays, tous avec des histoires similaires, tous cherchant des conseils. Nous méritons plus que des remerciements vides lors des fêtes patriotiques, dit Marcus doucement à Amara, qui dirigeait maintenant l'équipe juridique de la Fondation. Nous méritons le même respect et la même justice que nous avons juré de défendre. Lorsque le soleil se couchait sur le jardin qu'Eleanor avait tant aimé, Marcus observa une nouvelle génération d'officiers militaires noirs venus lui rendre visite pour des conseils et de l'inspiration. Dans leurs yeux, il vit quelque chose qui avait manqué depuis trop longtemps, un espoir renouvelé dans la promesse d'égalité. Le général Johnson n'avait pas seulement sauvé sa maison. Il avait ouvert les portes du système pour que d'autres puissent trouver la justice. Sa revanche n'était pas de détruire ceux qui lui avaient fait du tort, mais de construire un héritage bien plus grand que ses détracteurs n'auraient jamais pu imaginer. Ils avaient essayé de tout lui prendre, mais ils lui avaient involontairement donné une plateforme pour changer le monde. La véritable victoire de Marcus n'était pas d'avoir vaincu la banque, mais d'avoir veillé à ce que les batailles que d'autres comme lui devraient mener ne soient plus jamais livrées dans l'ombre. Si cette histoire de courage et de justice a touché votre cœur, inscrivez-vous maintenant pour découvrir d'autres récits inspirants qui nous rappellent que, peu importe l'obscurité de la nuit, la dignité et la vérité finissent toujours par trouver leur chemin vers la lumière.